En vous écoutant, je me suis dit que vous aurez dû faire la conférence sur la croisière. Samedi, nous avons fait une croisière. Ah oui. Voilà, sur la Seine. En visitant les lieux de bien-être, il y a plusieurs personnes qui ont fait la croisière avec nous. Bon, Mais ça aurait été passionnant d'entendre ce contraste entre oui. ce qu'est le bain, ce qu'était le bain, Oui. et ce qu'on est en train d'imaginer aujourd'hui. C'est vraiment très très loin. Mais en revanche, je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez, vous, de la question de l'assainissement de l'eau. L'assainissement de l'eau se pose à plusieurs niveaux. Hein. Il ne se pose pas seulement au niveau des rivières, il se pose aussi au niveau de la mer. En particulier, la Méditerranée, ça devient un dépotoir épouvantable. On est confronté à des questions que l'on oublie et qui sont assez fondamentales. Hein. Moi, je suis un partisan farouche du fait d'essayer systématiquement de recourir à tous les procédés possibles pour que l'eau soit saine. Vous avez des questions, mais moi j'en ai une, je vais profiter pour poser la première question d'abord. La Seine est très occupée depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe. Il y a beaucoup plus d'activités variées qu'il n'y a aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, elle est un canal seulement de navigation. Oui, vous voulez dire que la batellerie était beaucoup plus présente qu'aujourd'hui, c'est ça que vous voulez dire? Et d'autres, non. Il y a des sites comment, les laveries, il y a des laveries, il y a des... Ah, vous voulez dire dans la période traditionnelle? Oui. Bien sûr, oui, bien sûr. Il y a des bateaux de blanchissement. Oui, ils sont très nombreux. Quand vous regardez les images, c'est sidérant de voir les femmes qui sont dans des sortes de petites cases comme ça, les unes à côté des autres, et qui sont penchées un peu comme elles le sont dans les lavoirs des villages, voyez. Donc le rapport à la Seine joue un autre rôle et beaucoup plus central qu'elle ne joue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une véritable vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. C'est à la fois un lieu de transport, c'est un port. Dans Paris, il y a des ports avec des échanges, etc. Et c'est des lieux aussi de lavage. Mais vous voyez, c'est terrible parce que c'est en même temps des lieux de lavage d'animaux. Hein. Les chevaux, par exemple. Les chevaux, on les fait piétiner dans l'eau pour éviter la boue dans les... Mais parce que le rapport, ça aussi, c'est complètement oublié. Le rapport à la manière dont on imagine la pureté de l'eau, ce rapport-là a complètement changé. Quand vous lisez des textes du XVIIe, alors c'est pas le XIX, mais quand même, quand vous lisez les textes du XVIIe, vous avez des auteurs qui vous disent il n'y a aucun problème, vous pouvez parfaitement jeter des immondices dans la rivière, parce que la rivière, en se roulant sur les pierres, je sais que vous risquez de ne pas me croire, mais bon, je vais quand même le dire, mais en roulant comme ça sur les pierres, elle finit par s'épurer. Et donc, à la sortie de Paris, à la limite, elle serait plus pure qu'elle ne l'est à l'entrée. Vous voyez ? C'est fou comme raisonnement. Donc, le problème de l'Hôtel-Dieu, qui est un hôpital avec des conséquences absolument tragiques, qui jette comme ça les pansements, les parties humaines, etc., dans l'eau, c'est pas un problème majeur. Parce qu'ils disent, ça tourne, ça se frotte dans les pierres, et puis à la sortie de Paris, voilà. Vous voyez ? C'est drôle par comparaison à ce qu'on a entendu pendant la croisière que nous avons fait. Il y avait une microbiologiste, une scientifique, donc qui a fait pendant que dans l'imaginaire scientifique, des sciences modernes, de la microbiologie, pour décrire ce qu'il y a dans la Seine. Oui. C'est un contraste total avec l'imaginaire que vous décrivez. Complet. Et parce qu'aujourd'hui, enfin, je sais pas, je veux pas précéder ce que vous a dit la biologiste. Alors c'est 1 milliard de fois plus que moi, mais ce qui commence à apparaître, en particulier avec des auteurs comme Pasteur, c'est que la menace, elle est invisible. Elle est invisible, elle est toujours là, elle est planquée, et on la voit non seulement dans l'eau, mais on la voit dans l'air, les particules, etc. Vous voyez ? Ça, c'est terrible. Voilà. Et vous avez des questions parce que je suis en train de m'approprier la parole, oui. Bonsoir. Votre mise en perspective de la baignade... Je vous entends mal, excusez-moi. D'accord. Votre mise en perspective de la baignade est passionnante. Cette coupure au XVIIIe est stupéfiante. Est-ce que dans l'avant-baignade, on peut mettre aussi l'Antiquité ? Est-ce que comment ? Dans l'avant. Oui. L'avant-baignade, est-ce que l'Antiquité a même... L'Antiquité, c'est un objet qui est extrêmement important, et je ne vous cache pas que je ne suis pas spécialiste de l'Antiquité, donc je vais parler avec une grande prudence, mais il n'y a pas, l'Antiquité n'est pas une époque où la mer est un lieu de baignade.
En revanche, l'Antiquité, c'est une époque où l'eau est très importante, mais où l'eau est conçue comme et possédant un effet thérapeutique. Donc ce qui existe sont les thermes. Bon, et les thermes, ce sont des lieux relativement maîtrisés, relativement fermés, mais qui sont effectivement, oui, très très importants, parce que les rencontres sont multiples et la pratique est quasi quotidienne, en particulier chez, évidemment, l'élite de Rome. Hein. Beaucoup moins présent en Grèce. Mais dans l'élite de Rome, la fréquentation des thermes, c'est quasiment une fréquentation mondaine. Mais les thermes, ce sont des lieux fermés, vous voyez. C'est pas le bain de rivière, le plaisir. Parce que le grand problème, je crois, je ne l'ai pas assez dit, le grand problème, c'est celui de l'autorisation du plaisir. Et en fait, l'autorisation du plaisir n'est pas aussi ouverte ni aussi fréquente qu'on le croit. Autrement dit, la légitimité, par exemple, pour prendre un exemple simple, si vous voulez, la légitimité de la volupté, c'est une légitimité qui est affirmée dans la deuxième moitié du 19e, pas tellement avant. Le plaisir, c'est concédé, quoi. On peut pas trop s'y livrer. Vous voyez. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Hein. Il y a d'autres questions ? Oui, pour revenir au 18e, au 19e, comme vous disiez tout à l'heure, il y a de multiples activités sur la rivière. Donc, en fin de compte, est-ce qu'au plan microbiologique, qui est celui auquel on s'intéresse pour les baignades, est-ce que la rivière, la Seine, n'était pas au moins aussi polluée que maintenant ? C'est difficile de dire parce qu'il n'y a pas vraiment d'analyse chimique qui permette de... Même au début du XXe, d'ailleurs. Oui. Il n'y a pas d'analyse chimique qui permette d'affirmer. Néanmoins, on peut quand même dire 2 ou 3 choses, si vous voulez. Hein. La première, c'est que l'étranger venant à Paris et qui boit l'eau, et l'eau, c'est l'eau de la Seine, ne l'oublions pas. Hein. Il y a la fameuse pompe qui se trouve sur l'emplacement de Saint-Michel, à peu près à la hauteur de Saint-Michel, la fameuse pompe qui joue un rôle fondamental dans l'arrivée de l'eau dans les fontaines parisiennes, parce que le problème, c'est les fontaines aussi. Hein. L'eau, il y a quand même quelques canalisations qui conduisent à des fontaines, vous voyez, et avec de grandes disputes au niveau des fontaines pour pouvoir, est-ce que je suis le premier, pas le premier, avec le porteur d'eau, la porteuse d'eau, c'est plutôt les porteurs d'eau, ils sont des hommes. Bon. Donc, je reviens à ce que je voulais dire. La consommation d'eau, c'est essentiellement pour boire. C'est essentiellement une consommation qui est issue de la Seine. Et l'image comme assez fréquente, c'est laisser reposer l'eau. Donc elle monte dans les étages, c'est le porteur qui la conduit, c'est pas du tout une eau évidemment qui monte elle-même comme aujourd'hui les étages, ça c'est une invention des années 80 du 19e, le fait que l'eau monte, vous voyez. Et donc laisser la reposer, ce qui veut bien dire qu'on considère qu'il y a des choses à l'intérieur, vous voyez. Bon, ça c'est la première remarque que je veux faire. La deuxième remarque, elle est assez classique. Je ne veux pas du tout accuser certains pays par rapport à d'autres, mais elle est assez classique dans certains pays. C'est qu'on conseille aux voyageurs de boire d'abord avec modération, parce que l'eau peut entraîner des troubles, en particulier des troubles évidemment du transit intestinal. Et les Parisiens sont habitués, donc ils sont immunisés par rapport à ceux qui... Oui, donc il y a bien un problème qui se pose, si vous voulez. En revanche, moi je pense que l'eau, évidemment, elle est porteuse de tout un ensemble de produits inquiétants, mais ces produits inquiétants se sont vraiment accentués avec la considérablement montée démographique de la ville. Et des maladies qui n'existaient pas apparaissent. Donc la première grande maladie qui apparaît, qui est liée à l'eau, c'est le choléra de 1832, vous voyez. Alors ça, c'est dévastateur. Il y a même des ministres qui sont morts. Hein. Casimir Perier meurt du choléra en 1832. Donc, mais ça, c'est lié. Le choléra n'est pas présent un siècle auparavant. C'est lié à la démographie extraordinaire que subissent un certain nombre de villes, Paris en particulier. Et puis le choléra, il va y avoir à nouveau des vagues de choléra en 50, même encore en 80, vous voyez. Et c'est seulement à partir... Mais même, il y a ce phénomène fou des années 90, qui n'est pas connu, des années 90, où, alors que la Seine continue, c'est pas le seul lieu en 90 de consommation, mais alors qu'elle continue d'être consommée,
Non, plus c'est comme ça. C'est plus... Voilà. Grâce au pari de Haussmann, à partir des années 70, l'eau qui arrive vient de sources pures, qui sont allées chercher très loin et qui sont conduites par canalisation enfouie sur au moins 40 km. Donc ce que vous consommez, c'est relativement pur. En 90, pendant 2 mois, on ne peut plus les utiliser, les sources en question, parce qu'il y a des réparations à faire. Donc, consommation de la Seine. Que disent les hygiénistes? Vous allez avoir une montée des fièvres typhoïdes pendant au moins 2 mois. Que vérifient les démographes? Montée des maladies par fièvre typhoïde. Donc c'est terrible. Ils savent, vous voyez, ils savent qu'ils condamnent en quelque sorte les Parisiens au risque, et en même temps ils sont obligés, parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen, de pouvoir proposer de l'eau à consommation, parce que les sources pures ne sont pas utilisables. Donc voilà. Et malgré ça, ils font quand même les traversées de Paris au début du 19e. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Mais actuellement, nous allons faire, malgré tout ce que nous avons entendu, oui, des compétitions en 2024. Hein. Oui, très bien. Alors que, si on a bien compris, hein, les seuils de pollution sont encore... Vous savez, ce que j'ai évoqué tout à l'heure concernant Libération dans l'île à Strasbourg, je ne pense pas que l'eau, elle soit extraordinaire. Hein. Et alors en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est que le froid n'est plus supporté comme il l'était auparavant. Donc les nageurs de Strasbourg, ils se couvrent d'une pellicule de caoutchouc qui les protège. Vous voyez ? Ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire que la relation au froid n'est pas la même, quoi. Ce qui était supporté ne l'est plus, et ce qui était considéré comme une victoire ne l'est plus. Et quelle serait aujourd'hui, si vous regardiez ce qui se passe, la demande aujourd'hui de baignade aujourd'hui, quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qu'on attribue aux baignades aujourd'hui? Alors, moi j'ai le sentiment, mais là, votre question est très importante, et je ne sais pas si on peut vraiment, enfin si je suis vraiment en mesure d'y répondre, il faudrait faire une grande enquête, etc. Mais je pense que ce qui domine, c'est le plaisir, fondamentalement. Je pense que ce qui domine, c'est le sentiment de l'abandon et le sentiment de trouver une forme de démultiplication du sensible, vous voyez, en jouissant du sensible à diverses manières, la détente, la relation au liquide, les échanges avec des complices, etc. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Avec quand même l'océan, quand je vois comme ça, bon, il m'arrive parfois d'y aller. L'océan, c'est un lieu où il me semble, hein, où à la fois le plaisir évidemment est là, mais l'idée de la vigueur aussi est là, ce que la Méditerranée ne donne pas. L'idée de la vigueur est là. Vous avez des gens qui se promènent, par exemple, qui font une marche, vous voyez, alors que l'eau arrive à leur taille, et ils font une marche, parce qu'ils considèrent que c'est un affrontement, etc. Ils font une marche sur des kilomètres, hein, dans les baies, comme ça. Je vais peut-être m'échapper un petit peu de la thématique, mais je suis très curieuse de savoir comment vous voyez aujourd'hui, parce que c'est une thématique qui est présente pratiquement tout le temps sur l'environnement pour notre génération. Nous qui sommes vivants aujourd'hui, c'est celle de la dégradation de l'environnement, du réchauffement climatique, voire de l'effondrement de la société ou de la... Est-ce que vous avez un regard, vous, sur l'imaginaire qui nous occupe, pour le coup, sur notre corps, sur notre existence? Écoutez, là, vous allez de questions difficiles en questions difficiles. Alors, je ne vais pas échapper. Je ne vais pas échapper. Bon, moi, je suis sur le versant pessimiste. Je suis sur le versant pessimiste et je considère que le risque est réel. Et qu'il a plusieurs, c'est ce que je vais raconter, tout le monde le sait, mais qu'il a plusieurs dimensions. Il a à la fois la dimension des océans qui peuvent monter, il a à la fois le fait que l'air devient de plus en plus inquiétant et dangereux, il y a le fait que le climat se règle de plus en plus difficilement, ce qui a des conséquences tragiques sur l'agriculture, etc. Il y a le fait aussi que
On l'oublie, mais c'est quand même très important, le fait que les forêts, en particulier l'Amazonie est de plus en plus conquise et que le béton entre, si vous voulez, dans des espaces qui étaient des espaces naturels et qui étaient des espaces indispensables pour provoquer de l'oxygène, etc., pour réguler un certain nombre de circulations dans l'atmosphère. Mais ce qui me frappe, j'avais d'ailleurs fait un texte il y a quelques mois l'été dernier dans Le Monde. Ce qui me frappe, c'est le fait que, alors que l'arbre, pour dire les choses vite et dire les choses de façon caricaturale, alors que l'arbre disparaît, en tout cas tend à relativement s'effacer, si vous voulez. L'Amazonie étant l'exemple princeps, mais c'est pas le seul. Le fait de construire des aéroports, ça tue des espaces naturels, si vous voulez. Bon. De même, ce que j'ai pas dit et qui est fondamental, c'est comment renouveler les systèmes énergétiques qui ne sont absolument pas éternels. Nos amis des princes d'Arabie sont adorables, gentils, sympas, etc. Mais ils vont pas avoir éternellement du pétrole sous leurs pieds. Vous voyez ? Bon, ça je l'ai pas dit. Je fais ma parenthèse. Non, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors qu'il y a cette disparition, voire cet effondrement, il y a à l'envers et en regard une sorte d'imaginaire effréné sur le végétal. Consommer du végétal, ayez un contact avec l'arbre, faites des distinctions entre les arbres qui ont des caractères différents selon leurs essences, etc. Comme si, au fond, vous allez pouvoir vous sauver en ayant une sorte de rapport de plus en plus proche avec le végétal, ce qui est une compensation imaginaire qui est complètement inefficace. C'est pas parce que vous allez avoir une plante dans la maison, ça va durer combien, 6 mois, et, vous voyez ? Et le monde continue de courir à quelque chose qui... Enfin, je sais pas, j'ose pas dire le mot catastrophe, mais à quelque chose qui, quand même, risque d'extrêmement lourd. Vous ne percevez pas ça, cette sorte de passion, de fascination pour le végétal ? Pour le végétarisme ? Non, alors non, c'est pas ce que je veux dire. Ça, c'est encore un autre problème. Mais vous avez tout à fait raison. Consommation du végétal. Non. Moi, ce dont je parle, c'est la proximité à l'égard du végétal. Vous voyez, vous commencez à voir dans les magazines des gens qui vont entourer le chêne parce que ça va leur donner de la force, voyez, ou qui entourent tel autre arbre parce que ça va leur donner un caractère plus équilibré, etc. Or ça, c'est de l'imaginaire pur et qui naît à cause de la disparition. Je comprends. Une compensation de rapport direct avec ce qui est en train de disparaître. Exactement. Et j'en profite que vous êtes là, donc, parce que il y a une discipline qui, il y a quelques années de cela, ne s'était pas penchée beaucoup sur l'environnement, c'était l'histoire. Oui. Et aujourd'hui, nous avons de l'histoire de l'environnement, donc oui. 2 historiens, enfin, il y en a plusieurs, mais 2 historiens brillants, qui est Jean-Baptiste Fressos et... Oui. J'ai oublié le nom de... Oui, d'accord, non, mais c'est vrai. Christophe Bonneuil. C'est vrai. Mais vous oubliez quand même que quelqu'un comme Leroy Ladurie, depuis longtemps, a fait une magnifique histoire du climat. Oui, tout à fait. Magnifique histoire du climat, ça date de 20 ans au moins. Tout à fait. Vous voyez ? Non, mais vous savez, ce que vous dites là encore, c'est important. L'histoire, c'est très curieux. Moi, je suis partisan de cela. L'histoire accompagne le présent. C'est-à-dire que les questions du présent font que vous vous retournez vers l'histoire pour voir comment ces questions-là s'étaient posées. Et je pense, personnellement, c'est bien parce qu'on s'intéresse de plus en plus au corps que je me retourne vers le passé pour voir comment on s'intéressait au corps. Et du coup, effectivement, il y a des histoires du climat, il y a aussi des histoires de l'écologie, il y a des histoires de la pollution. Regardez, Dagonier, il avait fait une histoire magnifique des déchets. Je m'excuse de m'être écarté un petit peu, mais parce que c'est un des plus grands historiens de France. J'en profite parce que... Je me rappelle d'un collègue qui disait « Je suis un homme de bonne volonté ». Et donc, je suis de bonne volonté. Vous me posez des questions, je cherche à répondre. Oui, parce que il y a eu, je pense, nous avons appris il y a quelques décennies de cela le réchauffement climatique de manière très scientifique, et ce n'est que longtemps après, que c'est aujourd'hui que dans les masses médias, on entend les causes historiques de cet effondrement. C'est pour ça aussi que je pense surtout que... Non, c'est un problème très compliqué, parce que je pense surtout d'abord que les causes, effectivement, sont difficiles à bien cerner.
Bon, voire d'ailleurs tous ceux qui résistent à l'égard de ces causes et qui considèrent qu'en fait elles n'existent pas. Moi je connais même des scientifiques de renom, dont je tairai le nom, qui dans un échange comme ça disent mais le réchauffement climatique c'est complètement imaginaire. Vous voyez, bon. Donc il y a ça, difficile d'arriver à cerner. Mais surtout, je pense que c'est exactement comme la question du dopage. Vous voyez, les individus qui sont dopés, vous ne le voyez pas, au contraire, ils sont en pleine forme, ils sont magnifiques, ils sont triomphants, ils sont adolescents. Bon. Et là, c'est pareil. Moi, quand je sors, je vois des arbres, je vois que c'est sympa, les oiseaux disparaissent, mais j'en entends quelques-uns. Donc c'est très difficile d'arriver à incorporer le fait que votre univers est en train de bouger. Et sur la Méditerranée, c'est pareil. C'est un merveilleux exemple, la Méditerranée. Quand vous y allez, vous avez le sentiment que tout est pareil. En fait, tout est changé. De l'intérieur et invisible, c'est ça? Comment? Changer de l'intérieur et invisible. Et bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez... Je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, la manière dont ils essaient d'intervenir sur les fonds marins aux environs de Marseille. Alors, je ne sais pas pour accuser Marseille, la question n'est pas là. Mais chaque année, ils font une sorte de prospection. Ben, ils retirent 1 milliard de choses. Oui. Et c'est évident, ça ne se voit pas. Je parlais de réchauffement climatique aussi parce qu'il y a un soupçon, il y a cette idée que la baignade en fleuve, que les fleuves devraient devenir des lieux publics à cause du réchauffement à venir, hein, pour faire face aux canicules qu'on sait seront plus nombreuses et plus intenses. Hein. Donc il y a aussi ce soupçon c'est pas indépendant, oui, bien sûr. De vouloir reconquérir le fleuve hein, dans les communs, hein, de faire revenir de l'espace des communs. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Mais après ce parcours immense qui est passé par le climat, etc. Voilà. Il y a eu, parce qu'il y a eu un documentaire sur Arte. Arte a passé un documentaire qui s'appelle L'homme a mangé la terre. Je ne sais pas si quelqu'un a assisté à ce documentaire. Pas vu. Qui est fait sur la base du livre Anthropocène de Fressos et Bonneuil. Oui, bien sûr. Et je trouve que c'est une étape dans notre imaginaire, finalement, dans les masses médias, de parler de l'histoire en lien avec ça. Mais oui, mais regardez vous-même, là, à l'instant, vous employez un mot qui n'existait pas auparavant. Anthropocène ? Eh oui, qui a été inventé parce qu'il y a une prise de conscience de la manière dont l'homme transforme radicalement son environnement, vous voyez ? Voilà donc la contribution des historiens sans qui on ne peut pas comprendre le présent. Hein. Je ne peux que approuver ce que vous venez de dire. J'avais envie de vous poser une question. Parce que vous nous avez dit que la baignade au début c'était des hommes. Oui. À partir de quel moment la baignade est-elle devenue mixte, si je puis dire? À partir de quel moment y a-t-il eu des femmes dans les bains sur les rivières? Écoutez, parmi les témoignages que personnellement je peux avoir, je dirais que c'est seulement à partir du 19e. Par les témoignages que j'ai, hein, sur les jeux, vous voyez, sur les livres de jeux, les livres de pédagogie, etc., vous voyez que c'est vraiment seulement à partir du 19e. Et c'est rare, hein, mais c'est des baignades en plus qui se déroulent avec non pas des maillots, mais avec des robes, vous voyez. D'ailleurs, le problème, c'est intéressant l'histoire de la robe, parce qu'elle porte une robe, voilà. Hein. Et le problème est terrible, parce que lorsqu'elles sortent de l'eau, la robe colle leur corps. Donc vous avez des accusations disant « Ah oui, mais c'est pas possible, elles apparaissent quasiment nues, vous voyez ?» Oui. Par rapport au bronzage, par exemple. Par rapport au bronzage. Oui. Est-ce que la position a évolué de manière parallèle? Fondamentalement. C'est-à-dire que vous avez, disons, à partir du moment où le bain devient un moment de plaisir, vous voyez, à partir du moment où le bain devient un moment de plaisir, petit a, petit b, à partir du moment où il y a une prise de conscience du danger que représentent les microbes, c'est-à-dire les années 70, 75, 80 du 19e. Deuxièmement, et à partir du moment où il y a vraiment une sorte
comment je pourrais vous dire, de loisir qui est pas forcément un loisir compétitif, qui est un loisir consistant à se retrouver sur l'espace. Les affaires de Proust, vous voyez, se promenant sur la plage de Balbec, etc. À partir de là, il y a effectivement une réflexion sur le soleil. Et le soleil étant, en quelque sorte, un instrument favorisant la santé. Alors, il tue les microbes, il colore la peau, il y a aussi le fait... Il y a de très beaux livres qui ont été écrits sur le bronzage, en particulier Pascal Horry. Il y a un livre de Bernard Andrieux, il y a quelques livres assez remarquables. Mais c'est Pascal Horry le meilleur, à mon avis, c'est pas pour diminuer les autres. Bon. Et qu'est-ce qui se passe avec le fait, je pense entre autres à Colette, etc. Qu'est-ce qui se passe avec le fait de fréquenter le soleil ? Donc ça tue les microbes, n'y revenons pas. 2, ça donne du plaisir. Vous voyez ce que je citais tout à l'heure, je ne sais plus quel auteur disait l'explosion au soleil, etc., les naturistes. Et puis 3, il y a un élément distinctif. Et ça, on l'oublie. Alors quel est cet élément distinctif ? C'est le suivant. C'est que dans les villes, les gens sont pâles. Bon, très bien. Et il ne faut pas traditionnellement être bronzé parce que vous ressemblez à un paysan. Donc, attention, les dames se promènent avec des ombrelles. Même au XVIe siècle, elles portent des masques. Hein. Vous voyez, on oublie ça. Par exemple, je ne sais plus quelle princesse j'ai oublié, mais que circule dans les Tuileries au début du XVIIe avec un masque. À la fois parce qu'elle ne veut pas être reconnue, mais surtout parce qu'elle veut éviter que le soleil hale la peau. Bon. Or, début XXe, lorsque finalement il y a un recul du rural, vous voyez, il y a incontestablement un immense envahissement de la ville. Et en plus, il y a l'émergence d'une notion qui n'existait pas comme ça, et qui est celle du loisir. C'est-à-dire que je peux disposer de temps pour aller en vacances. Donc si je pars comme ça, dans un milieu qui est pâle, et que je reviens en montrant que je suis allé, je ne cours plus le risque d'apparaître comme un paysan, parce que les paysans sont de plus en plus rares, si vous voulez, enfin j'exagère, mais c'est quand même ça, et j'apparais comme celui ou celle qui a pu bénéficier d'un temps que les autres n'ont pas. Donc c'est ça le succès du bronzage. Puis ensuite il y a un renversement, mais qui est très 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 tardif, qui est affreusement tardif. Un renversement qui naît, moi je dirais, dans les années 80 du 20e, où là, les risques de brûlure de la peau apparaissent comme de plus en plus évidents, de plus en plus cernés, les mélanomes, etc. Vous voyez ? Mais ça, c'est fin 19e. Et je dirais même encore aujourd'hui, la prise de conscience me paraît ne pas être à la hauteur du risque. À propos du plaisir qu'on censure, il n'y a pas une dimension religieuse si on se replace à l'époque, je sais pas. Oui, sans doute. Il y a une mention. Mais j'ai toujours des hésitations à répondre. Sur l'importance exclusive donnée aux religieux. Votre question est très juste. Hein. Il y a le fait qu'on peut pas s'abandonner, on peut pas se livrer comme ça, on peut pas, voilà. Mais c'est partagé aussi par la culture, vous voyez. C'est pas seulement une sorte de diktat venu de l'autorité chrétienne, si vous voulez, même si elle est incontestablement présente. C'est en même temps un diktat aussi des mœurs. On peut pas s'abandonner comme ça. Il n'y a pas de pourquoi. Enfin, c'est une forme de fainéantise, vous voyez. C'est une forme de paresse. C'est quelque chose qui ne contribue pas assez à l'activité collective, etc. Donc il y a une restriction là. Mais ça s'invente. D'ailleurs, il faudrait arriver, moi je pense Corbin a fait des choses magnifiques là-dessus, hein, mais il faudrait arriver à faire une grande histoire du plaisir. C'est une conquête. C'est absolument une conquête. Est-ce qu'il y a... Oui, avec l'histoire de la baignade, est-ce qu'il y a une histoire du costume de bain ? Est-ce qu'au début, on se baignait nu ? Ah, bien entendu. Alors, vous avez tout à fait raison, il y a une histoire du costume de bain. Hein. Alors, pourquoi alors ça, c'est un problème énorme qui a été un peu traité quand même, mais qui mériterait peut-être un vrai travail systématique, si vous voulez. Parce que ces fameux baigneurs dont je parle, souvent, le fait qu'ils soient dans l'eau fait que leur corps ne se voit pas. Donc ils plongent nus. Vous voyez, les baigneurs parisiens, ils ne sont pas nombreux, ça, on est tous d'accord, ils se baignent nus. Mais aussi le début des bains de mer,
Alors, le début de bain de mer pour le loisir et pour le plaisir, je me répète, c'est pas avant 70-80 du 19e. Hein, c'est pas avant. Bon. Mais à ce moment-là, vous commencez à avoir, ça je l'ai bien, alors les archives parlent là, vous commencez à avoir des interdits qui sont des interdits municipaux, puisque la plage appartient à la ville, si vous voulez. Vous commencez à avoir des interdits municipaux disant interdiction de se baigner nu. S'il y a une interdiction de se baigner nu, c'est bien qu'il y a quelques-uns se baignent nus, vous voyez. Donc, oui, dans l'histoire du maillot, il y a ça. Et du coup, ça interdit, effectivement, entre autres, le bain. Une femme, c'est pas possible, vous voyez. D'ailleurs, il y aurait vraiment à faire un truc très étroit sur l'histoire des pratiques physiques féminines, en remontant très loin. Parce que vous vous rendez compte que les pratiques physiques féminines, ce sont des pratiques hyper spécialisées, qui ne sont absolument pas partagées. C'est le volant, c'est des trucs un peu le billard, mais c'est extrêmement restreint pendant très très longtemps. Vous voyez ? Oui. Moi, je me demandais comment on passe du bain et de se tremper dans l'eau et de marcher dans l'eau à la nage, à l'horizontalité, comment ça se codifie petit à petit les nages, comment ça apparaît et puis que petit à petit ça devient un sport. J'aurais du mal à répondre, mais d'abord des traités de natation, ils sont pas nombreux dans le temps, ils sont pas nombreux, mais il y en a. Le premier c'est Thévenot, début 17e. Il a un prénom un peu compliqué dans lesquels je n'entre pas. C'est l'art de nager. Bon. Et lui, il distingue divers nages quand même, vous voyez. Puis vous avez aussi des militaires qui, plus ou moins, essaient de pratiquer la traversée de rivières, etc. Mais je pense que c'est assez, je peux me tromper, mais c'est assez rapide à partir du moment où vous consentez, parce que le problème il est là, à partir du moment où vous consentez à vous abandonner à l'eau, l'immersion se pose quasi spontanément, vous voyez. Et donc, à ce moment-là, vous vous abandonnez corps entier. Mais en même temps, il y a une restriction qui est importante. Le fait de se mettre complètement allongé, etc., ça met du temps. Le crawl, au début, quand on regarde bien les images, c'est une nage qui se fait lorsque le corps et les jambes sont en bas, si vous voyez. Et le fait de s'abandonner complètement à l'horizontale, c'est quelque chose qui intervient tard. Je pense que ça intervient vraiment dans la deuxième moitié du 19e. Ce que vous avez aussi, c'est des comparaisons entre la nage animale et la nage humaine. Donc la nage humaine devient la nage du chien, vous voyez, où on barbote comme ça, et on est presque vertical quand même. Donc votre question elle est plus importante que je le pensais au début. Parce que je me la suis pas vraiment posée, mais vous avez raison. D'autres questions encore ? Est-ce que toutes les cultures nagent pareil ? Ah non, je pense pas. Ah non. Toutes les cultures ne nagent pas pareil et toutes les cultures n'ont pas la même gestualité. Il y a des textes magnifiques là-dessus, entre autres les textes de Leroy-Gourhan sur les techniques, vous voyez, ou encore le texte de Marcel Mauss sur les techniques du corps. Mais non, votre question est fondamentale. La gestuelle change avec les cultures. De même que l'habit change avec les cultures, de même que le port du corps, la silhouette, si vous voulez, la marche aussi. Et donc la marche, et donc les nages, effectivement, ne sont absolument pas les mêmes, bien sûr. Et il y a, alors en revanche, vous voyez, il y a quelque chose que je n'ai pas abordé, c'est que autant la présence de la nage est tardive dans le monde occidental, en particulier France, etc., autant pour des pays qui vivent en bordure de rivières, en particulier en Inde, etc., la nage est plus présente, et davantage présente. La première fois que vous êtes intervenu ici, dans cette université populaire, c'était en 2011, et notre invité d'honneur à cette époque, la thématique, c'était le Gange. Oui. Voilà. Et je pense à ça parce que quand vous avez dit que donc à Paris, on pensait que de toute façon, l'eau roulait et se purifiait d'elle-même. Oui. Et ce qui est une chose présente encore aujourd'hui à propos du Gange. Alors, malheureusement, je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas assez les repères culturels indiens. Mais à mon avis, si on constate la façon dont ils se côtoient, la façon dont ils tolèrent ce type de promiscuité, etc., je crois qu'il n'y a pas chez eux les inquiétudes que les Occidentaux ont. Parce qu'en plus,
Alors, vous voyez, vous renvoyez, c'est intéressant, on n'en finit pas, c'est intéressant parce que indirectement, vous posez une autre question. C'est que l'occidental, il est très individuel. Et il construit de plus en plus des espaces qui le séparent de l'autre. Vous voyez ? En particulier l'espace hygiénique. On avait beaucoup travaillé là-dessus quand on avait fait cette exposition sur la toilette. L'occidental, il invente insensiblement un espace privé. Et quand vous travaillez sur la question des odeurs, vous voyez qu'il se crée insensiblement dans la société occidentale le fait de repousser l'odeur de l'autre. Bon, ce qui entraîne le fait de la disparition des cimetières dans les villes, enfin, etc. Il y a plein de choses. Je pense au contraire que d'autres types de cultures non seulement tolèrent la promiscuité, mais valorisent la promiscuité. À ce moment-là, ça entraîne des choses très différentes. Vous voyez ? Repousser l'odeur de l'autre, ça, c'est... Ah oui, sûr. Sauf si cette odeur est très domestiquée, sauf si le parfum est travaillé, etc. Ça, c'est différent, vous voyez ? Donc, c'est pour ça que nous n'arrivons pas à imaginer ce qu'était la ville sans le tout à l'égout. Exactement. Exactement. Non, mais quand vous avez des descriptions... Alors, le tout à l'égout suppose au moins deux types de repères absolument fondamentaux. Le premier, c'est évidemment la possibilité industrielle de percer, de creuser la ville pour créer du réseau. Et ça, c'est seulement au 19e. Hein. Mais enfin, vous commencez à avoir des canalisations au 18e. Mais la vraie invention de la canalisation telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la canalisation où l'eau arrive et où l'eau part, deuxième moitié du 19e. Vous voyez, avec le côté de la ville, c'est un organisme où ça circule. Bon. Mais si vous lisez des auteurs comme Balzac, par exemple, La fille aux yeux d'or, dans les années 30 du 19e, vous voyez, Paris vit sur les fosses d'aisance, dit Balzac. Parce que ça ne circule pas. Donc les maisons ont des fosses d'aisance qui parfois laissent filtrer des produits absolument malodorants, etc. Mais on a moins peur de l'odeur de l'autre encore. C'est ça. On rejette moins l'odeur de l'autre. Mais parce que c'est assez compliqué, parce que ce qui se passe, contrairement à ce que l'on croit, il se passe une montée de la tolérance. Contrairement à ce que l'on croit, on a l'impression qu'au contraire, il y a des enquêtes magnifiques là-dessus, en particulier dans Le Monde récemment. Il y a une montée de la tolérance. Mais cette montée de la tolérance ne supprime pas le triomphe de l'individualisme. Vous voyez ? Ça ne supprime pas du tout. Aujourd'hui, vous dites ? Aujourd'hui, malgré les apparences, malgré les votes auxquels nous avons encore assisté dimanche, il y a une montée de la tolérance. Absolument. Mais qui n'exclut pas l'individualisme. Regardez par exemple la présence du mariage homosexuel, etc. Il y a une montée de la tolérance. C'est indiscutable. Malgré le fait que quelques furieux continuent, beaucoup, continuent d'exister etc. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Oubliez ce que je viens de dire. Non, mais c'est très intéressant ce que vous avez dit sur la construction de l'Occident, de l'individualité, de l'individualité. Ah oui, je pense. Ah oui, c'est très important. Mais on prend un autre exemple, le fait que un Occident, vous voyez, je reviens au Cassien des odeurs. Un Occident pendant assez longtemps, les lieux d'installation des cadavres. Soit ils sont très très réglés, privés dans les églises, soit ils sont relativement communs, il n'y a pas de tombe individuelle. Et puis au début du XIXe siècle, le cimetière du Père-Lachaise, le cimetière de Montparnasse, etc., avec des tombes installées de façon nominale. Ça n'existait pas avant. Donc c'est cette insensible conquête d'espace individuel qui touche aussi bien le vivant que le mort, si vous voulez. Et qui touche donc l'urbain, la façon qu'il dessine l'urbain. Frontalement, qui touche l'urbain, qui touche les espaces privés, qui touche l'urbain, qui touche les espaces publics, etc. Et les odeurs. Voilà. On va terminer là-dessus, parce qu'on peut continuer comme ça. Moi, je peux continuer longtemps, poser des questions. Oh, je pense qu'on peut. On a dit beaucoup de choses. Quoi. Mais donc, non, on va se donner rendez-vous donc maintenant le 11 juin. Puis Monsieur Vigarello, que je remercie oui, c'est pour moi. toute votre réflexion. J'étais très sensible à vos questions. Non, c'était très sympa. Voilà, merci beaucoup.